et bienvenue à toutes et à tous aux Journées de l'économie, à cette table ronde. Je suis Adrien Figula-Le Thor, je suis ici aujourd'hui devant vous en ma qualité de président de l'association L'Autre Cercle, Rhône-Alpes, qui est partenaire et mécène des Journées de l'économie. L'Autre Cercle est une association qui est née il y a 28 ans et qui est l'association de référence en France sur les sujets d'inclusion des personnes LGBT+, dans le monde du travail. On va un petit peu en parler aujourd'hui, comme on va parler de toutes les diversités durant cette table ronde. Ça, c'est mon mandat associatif, donc je suis bénévole. À côté, j'ai passé 15 ans au comité de direction d'une grande entreprise de la publicité qui s'appelle JC Deco à Paris. Et puis, j'ai rejoint Lyon il y a 3 ans pour créer un cabinet de conseil en diversité et inclusion qui s'appelle AFL Diversity. Donc, je parle de ces sujets, je parle de ces enjeux diversité et inclusion à longueur de journée, et je suis à longueur de journée en contact, que ce soit à travers mon mandat associatif ou celui de ma société, en contact avec les entreprises, les organisations, les pouvoirs publics qui agissent pour faire de notre société, pour faire de l'entreprise un lieu plus inclusif. Je suis très bien entouré ce soir et je les remercie d'avoir répondu présent à l'invitation. Donc pour cette table ronde intitulée « Comment construire une société qui profite à toutes et à tous ?» Pour en parler, je vous remercie d'accueillir Maëlysig Biji, maîtresse de conférences en sociologie et chercheuse affiliée au Centre d'études de l'emploi et du travail. Bienvenue. J'ai à mes côtés Christine Erel, économiste, spécialiste des questions d'emploi et de travail et directrice du Centre d'études de l'emploi et du travail. Bienvenue Christine. Et également présent ce soir, Sofiane Chahabani, responsable domaine RH chez Apicil, en charge des carrières et de la diversité et inclusion. Bienvenue Sofiane. Merci à tous les trois d'être présents ce soir. 3 salariés sur 5. 3 salariés sur 5. Lorsqu'on parle diversité et inclusion, on a l'impression qu'on parle d'une minorité. On parle souvent des minorités. Et pourtant, ils sont une majorité. Quand on leur pose la question, est-ce qu'ils se sentent appartenir à une diversité? Ils sont une large majorité, 3 salariés sur 5, à se définir comme appartenant à au moins une diversité. Et donc, ce soir, on va essayer, pendant cette heure qu'on a passée ensemble, de définir déjà c'est quoi la diversité et l'inclusion, parce qu'on en entend beaucoup parler. C'est quoi finalement une entreprise inclusive? C'est quoi une organisation qui accueille toutes les diversités? Pourquoi est-ce qu'il faut accueillir toutes les diversités? À quoi ça sert? On va voir que ça a beaucoup de bénéfices, bien évidemment sur le bien-être et la qualité de vie au travail, mais au-delà, sur la marque employeur, pour recruter les meilleurs candidats. Aujourd'hui, ils demandent à entrer dans des entreprises qui sont engagées sur ces sujets-là. On va voir aussi que c'est important pour engager les collaborateurs. Après avoir passé cette période de Covid où chaque salarié en France a peut-être parfois pour la première fois eu l'occasion de se demander à quoi ça sert ce que je fais. Pourquoi je travaille tous les jours et quel est finalement l'impact que j'ai dans la société. Et donc les entreprises ont besoin de réagir à ça et pouvoir s'engager elles-mêmes, en tout cas faire savoir, parce que pour la plupart elles étaient déjà bien engagées, mais faire savoir leur engagement, les faire connaître. Puis on va voir que c'est aussi un enjeu économique. Recruter dans la diversité, ça y est, des grands cabinets de conseil ont enfin prouvé et modélisé le fait que c'est plus performant de recruter dans la diversité plutôt que de recruter des gens qui se ressemblent, qui ont fait la même école, qui viennent des mêmes milieux sociaux. Donc c'est de tous ces sujets dont on va parler ce soir. Alors j'aimerais pour commencer poser une première question à Christine Erel. Est-ce que Christine, vous pouvez partager avec nous un état des lieux du marché du travail en France sur ces sujets d'égalité? Merci. Alors effectivement, je vais rappeler quelques grands faits concernant le marché du travail français qui reste un marché du travail inégalitaire. Alors malheureusement, on n'a pas forcément toutes les informations qu'on voudrait pour avoir des statistiques concernant toutes les formes de diversité qu'on peut avoir en tête, mais simplement donc déjà quelques grandes lignes sur des inégalités existantes encore aujourd'hui. Alors d'abord, en ce qui concerne le genre, donc si on regarde les différences entre femmes et hommes, on a une évolution qui amène aujourd'hui le
taux de chômage des femmes à être légèrement, très légèrement inférieur à celui des hommes. Donc on a plutôt constaté une évolution favorable si on se situe de ce point de vue, du taux de chômage, mais aussi du taux d'emploi, donc de la part des femmes en emploi. Donc plutôt une amélioration. Malgré tout, ça ne veut pas dire que les inégalités ont disparu. Et notamment, on a toujours en France, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays, beaucoup de ce qu'on appelle la ségrégation professionnelle. C'est-à-dire que les femmes vont être concentrées dans certains métiers. En particulier, par exemple, les métiers du soin, qui sont des métiers souvent moins bien rémunérés, avec des conditions de travail, notamment en termes d'horaire de travail, par exemple, qui peuvent être particulièrement difficiles. Donc, elles vont aussi se retrouver dans des métiers qui sont souvent des métiers avec du temps partiel, souvent involontaire. Voilà, donc un certain nombre de caractéristiques qui font qu'aujourd'hui, on est encore loin d'une réelle égalité sur le marché du travail, même si, en termes de taux de chômage, taux d'emploi, effectivement, on a des phénomènes qui vont plutôt dans le sens de l'amélioration. Deuxième dimension qu'on peut observer, c'est celle qui concerne l'origine. Donc en France, les statistiques portant sur l'origine sont en fait, on a peu d'éléments, c'est-à-dire qu'on a des éléments qui concernent simplement donc, les personnes étrangères et d'origine étrangère, donc les descendants d'immigrés, immigrés et descendants d'immigrés. On n'a pas de statistiques dites ethniques où les gens se déclarent eux-mêmes appartenant à un groupe ethnique particulier. C'est quelque chose c'est un choix qui a été fait en France de ne pas avoir ce type de statistiques. Alors, avec les statistiques qu'on a, on peut quand même repérer un certain nombre de phénomènes. On peut repérer que pour le moment, on est toujours dans une situation où le taux de chômage des immigrés et des descendants d'immigrés est plus élevé que celui des natifs, donc d'origine de nationalité française. Et donc, même si l'écart s'est un peu réduit, il reste tout de même une différence significative. On a aussi des études qui montrent qu'on a des phénomènes de discrimination qui touchent donc, les personnes d'origine étrangère, notamment en termes de taux de rappel lorsqu'on a des envois de CV, par exemple. Donc, il y a eu pas mal d'expériences qui ont été faites dans ce sens et qui montrent qu'effectivement, le nombre d'entretiens décrochés par des personnes avec des CV comparables, mais des noms à consonance étrangère, par exemple, par rapport à des noms typiquement français, vont être différents. Donc, ce type d'expérience, c'est intéressant. Ça permet de montrer effectivement l'existence de phénomènes de discrimination. On a par contre aussi quelques bonnes nouvelles quand même, puisqu'il faut aussi être positif, il ne faut pas toujours être négatif. Donc parmi les bonnes nouvelles, on a le fait que l'INSEE a montré récemment dans des travaux sur les questions de niveau de diplôme que les descendants d'immigrés en France aujourd'hui ont de plus en plus de diplômes du supérieur, comme d'ailleurs les jeunes d'origine de nationalité française, dont les parents sont de nationalité française. Et donc, on a de ce point de vue-là un rapprochement. Donc, aujourd'hui, on a 38% de diplômés du supérieur parmi les descendants d'immigrés. Et si on prend l'ensemble, dans l'ensemble de la population, c'est 41%. Donc, on a quand même un écart qui s'est réduit sur ce point, ce qui est plutôt positif, bien entendu. Voilà, donc à la fois des points de vigilance, mais quand même aussi des bonnes nouvelles, notamment sur cette question de l'éducation et de l'accès à l'enseignement supérieur. Dernier point en termes d'inégalité individuelle, la question du handicap. Donc là aussi, dans les statistiques qu'on a, ce qu'on repère, c'est toujours un décalage. Donc le chômage des personnes en situation de handicap est plus élevé que celui de l'ensemble de la population. Et on a un taux d'emploi qui est beaucoup plus faible. On a 45% des personnes qui déclarent un handicap qui sont en emploi, donc ce qui est quand même faible comparativement à 65% pour l'ensemble de la population. Et en termes d'obligation d'emploi dans les entreprises, on a peu de progrès, c'est-à-dire qu'on a un chiffre qui stagne à environ 3,5% des effectifs, 3,5% de l'emploi, donc qui sont des personnes avec un handicap, alors que l'objectif affiché est de 6%. Donc sur ce point-là aussi, on est plutôt en retard. Voilà, donc des inégalités individuelles qui continuent d'exister de manière forte sur le marché du travail, même si, comme je l'ai dit, il y a aussi des points d'amélioration concernant par exemple les femmes ou concernant aussi les personnes d'origine étrangère sur certains aspects.
Je termine en disant qu'un des points le plus discriminants sur le marché du travail français reste aujourd'hui la question de l'éducation. C'est-à-dire qu'au-delà de ces caractéristiques individuelles qu'on vient d'évoquer, ce qui va jouer le plus ensuite sur la situation sur le marché du travail, en termes de chômage, en termes de trajectoire, de carrière, etc., c'est le niveau d'éducation. Et ça reste donc l'écart entre la situation des diplômés du supérieur, justement, et des personnes sans diplôme reste extrêmement élevé. C'est près, la différence de taux de chômage, c'est presque x3 encore aujourd'hui. Donc ce point est un point qui doit vraiment être pris en compte quand on analyse aussi ces questions d'inégalité, parce que du coup il y a des aspects cumulatifs. S'il y a déjà des difficultés dans l'accès à l'éducation, dans l'accès à un diplôme, on va encore avoir davantage d'effets au cours de la carrière sur le marché du travail. Je pourrais revenir sur certains aspects, mais c'était pour vous donner un premier tableau. Merci beaucoup et merci de parler de ce sujet de l'intersectionnalité. C'est le fait de cumuler finalement plusieurs diversités. Et beaucoup, quand on échange par exemple avec une femme, va nous dire c'est déjà pas simple d'être une femme en entreprise, donc en plus, voilà pourquoi par exemple je ne vais pas révéler mon homosexualité, parce que c'est déjà compliqué d'être femme, alors en plus être femme lesbienne, et être femme lesbienne dans un comité de direction, je vous laisse y réfléchir si vous en connaissez, moi pas beaucoup. Merci d'avoir rappelé ces chiffres, ils sont importants. Vous savez, le législateur en France contraint les entreprises sur deux grandes thématiques de la diversité. Le handicap, les fameux 6%, donc 6% des salariés en situation de handicap, et donc l'entreprise on lui demande de mettre en place des choses pour pouvoir atteindre ces 6%, et on voit qu'elle a beaucoup de mal à les atteindre. Et la deuxième, c'est sur l'égalité. L'égalité femmes-hommes. Aujourd'hui, en France, vous en avez peut-être entendu parler il y a quelques jours, on est arrivé au jour où les femmes travaillent gratuitement en France, et pour le reste de l'année jusqu'au 31 décembre, puisque l'écart salarial entre un homme et une femme, exactement à même niveau expérience, niveau d'études, etc., est encore proche des 17%. Donc une femme gagne 17% de moins qu'un homme aujourd'hui en France, qui est totalement fou quand on se dit qu'on est encore en 2023. Donc le législateur contraint, grâce à une loi qui s'appelle la loi Rixain, contraint les entreprises à avoir plus de femmes dans ces comités de direction, et on voit que les entreprises, depuis quelques années maintenant, depuis 2 ans, sont en train de vraiment bouger pour faire évoluer et mettre effectivement des femmes, et mettre en place des plans d'action pour pouvoir faire monter des femmes en comité de direction, puisque comme vous le disiez à l'instant, c'est bien d'avoir des femmes directrices de la com ou directrices des RH, c'est mieux d'avoir des femmes directrices financières, directrices générales. Il n'y a pas de raison que ce soit réservé aux hommes. Sofiane Chabani, on a le sentiment, on le disait, d'une réelle prise de conscience de la part des entreprises sur ces enjeux diversité et inclusion. Je vous le disais tout à l'heure, je nomme souvent Apicil comme étant un peu rôle modèle sur ces sujets-là, parce que les entreprises qui prennent la parole et qui sont engagées, on les compte quand même sur les doigts de deux mains. Comment ça se passe chez Apicil ? Alors, merci Adrien de nous mettre en valeur, mais je vais prendre la parole avec beaucoup d'humilité, parce que ça reste un sujet extrêmement complexe pour les entreprises. Simplement, donc, le groupe Apicil est un groupe de protection sociale qui est un acteur lyonnais qui a vu naissance, enfin qui a eu naissance à Caluire en 1938. Donc il y a déjà un bon moment, et dès la naissance, finalement, le groupe qui a été créé par Georges Villiers a souhaité répondre à une problématique de santé pour les salariés de la métallurgie, pour qu'ils puissent avoir un accès finalement à des soins pour tous. Donc on avait déjà, dès la naissance, un sujet de préoccupation pour l'ensemble des individus. Et j'ai envie de dire, cet engagement, il est dans les veines du groupe, et il s'est traduit et a mué, j'ai envie de dire, depuis, et pour répondre à la question, avec une prise de conscience plus récente, puisque nous avons retravaillé ces dernières années notre engagement pour pouvoir justement aller encore plus loin que ce que nous demandait le cadre réglementaire, à savoir aujourd'hui ce qui a été rappelé par Adrien, l'obligation de répondre à
un objectif de 6% de travailleurs en situation de handicap et de répondre simplement à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et pour ce faire, nous avons travaillé notre révision, en tout cas notre approche, notre démarche, directement avec nos propres salariés, puisque nous avons travaillé sous un format workshop sur les préoccupations de nos collaborateurs, finalement dans l'entreprise, sur les questions de leur singularité, de leur particularité, puisque c'est souvent le terme qui est repris dans, j'ai envie de dire, dans le domaine de la diversité et de l'inclusion. Et il s'avère qu'en effet, il fallait aller beaucoup plus loin que les thématiques d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la question du handicap. Pour la petite histoire, nous avons sponsorisé en 87 notre premier handisportif. Aujourd'hui, nous avons une team dédiée au handisport pour justement amener avec nous d'autres entreprises et montrer par la preuve de l'exemple que la performance n'est pas un problème pour des personnes en situation de handicap et qu'on le prouve justement avec notre team handisport. C'est un vecteur de communication, vous l'avez compris, mais c'est aussi un vecteur de communication pour influencer la société avec un grand S sur ces questions-là. Et donc, pour revenir sur la question des workshops, nous avons pris la décision de renégocier un accord diversité-inclusion sur lequel nous avons mis en avant, pour répondre aux 25 critères de discrimination en France, à mettre en avant les thèmes bien entendu de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, du handicap, mais également de la question des origines, puisque là aussi, la question des origines peut avoir plusieurs portes. Vous avez la porte des origines ethniques, mais ça peut aussi se traduire par l'origine universitaire. Quel diplôme j'ai? Où est-ce que j'habite? Finalement, l'origine géographique, même en France. Donc, on a mis ces thématiques-là dans notre accord. La question de l'intergénérationnel, la question des générations. On sait qu'en France, on a aussi désormais plusieurs générations qui cohabitent et qui travaillent ensemble dans l'entreprise et que le sens au travail peut être différent en fonction des générations. Et donc, c'était une préoccupation pour nous de traiter cette question-là et surtout ne pas avoir d'effet pervers d'un jeunisme recherché parce qu'une pyramide des âges était pour autant, on va dire, bien avancée. Donc, pas de jeunisme, comment on traite de la meilleure manière nos seniors dans l'entreprise et surtout profiter de leurs compétences et de leur expérience dans l'entreprise. La question du fait religieux en entreprise, on sait que c'est un sujet hyper délicat dans l'entreprise. Souvent, on a le sentiment que l'entreprise n'a pas de lieu, que l'entreprise ne peut pas évoquer ce type de questions avec leurs collaborateurs. Et on a pris le parti de le faire et de permettre justement d'échanger, de lever les tabous, puisque souvent les questions de discrimination sont aussi liées à un manque de connaissances sur le sujet. La question du fait religieux, la question de LGBT, on a en effet ouvert aussi cette question en interne pour permettre là aussi de libérer la parole, parce qu'en effet on est aujourd'hui signataire de la charte de l'autre cercle. Et l'autre cercle permet de mettre en place un baromètre par les entreprises, de prendre le pouls finalement de ces individus dans l'entreprise et finalement comment ils vivent leurs conditions de salariés en entreprise. Et pour la grande majorité, ça a été dit tout à l'heure, on a cette question de discrétion, de vivre caché dans l'entreprise et surtout de perdre beaucoup d'énergie à se créer des stratégies d'évitement sur la question qui leur est propre. Et enfin, la question de l'apparence physique. Souvent, c'est une question qui ne vient pas au premier abord sur cette question de diversité et inclusion. Et pour autant, c'est la première chose qu'on découvre d'une personne qu'on ne connaît pas. Pardon. Et cette question, elle peut être en effet aussi un sujet d'intersectionnalité. Une personne de couleur ou une personne en situation de handicap, une personne de grande taille, de petite taille, avec une coiffure bleutée. Enfin voilà, tous ces sujets sont des sujets qui peuvent être des sujets de discrimination. Et sur ces points-là qu'on est engagé aujourd'hui. Merci beaucoup, Sofiane. Tu parlais de handicap. Je rappelle
un chiffre qui est méconnu, mais 80% des handicaps sont des handicaps invisibles. Hein, c'est moins de 5% les personnes qui sont en fauteuil. Et donc, quand on pense handicap, on pense souvent fauteuil. Évidemment, ce n'est pas que ça. Et donc, en entreprise, ce n'est pas que rendre accessible pour une personne en fauteuil l'entreprise. C'est pour des sourds ou malentendants, pour des déficiences auditives, pour quelqu'un qui a une maladie de Crohn et qui va devoir avoir un aménagement de son poste de travail. Enfin, c'est tout. On sera tous à un moment de notre vie confrontés de près au handicap. Ça, les dernières études le montrent. Donc, l'entreprise a évidemment cette responsabilité de pouvoir faire de l'environnement de travail un espace inclusif où chacune et chacun peut se sentir en sécurité pour parler de ces sujets-là, pour parler de lui. J'aime, Sofiane, quand tu parles du fait religieux, parce que tu as raison, c'est un vrai tabou en entreprise. Et pour autant, les entreprises sont aujourd'hui face à une contradiction. Ça veut dire elles disent aux salariés « venez comme vous êtes », vraiment, venez comme vous êtes, mais quand même pas avec votre religion. Si vous pouvez la garder chez vous, c'est mieux. Et en fait, ben non, on voit que ça ne marche pas, et en particulier sur les plus jeunes, les générations qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui, où elles ont envie d'être comme elles sont, et elles ont entendu le message « venez comme vous êtes ». Et du coup, l'entreprise a besoin de s'adapter à ça. Et la politique de l'autruche n'est pas la bonne, à mon avis, pour ça. Effectivement, il faut en parler. Il y a déjà un cadre légal qui existe, et la loi permet des choses. Donc, souvent, l'entreprise va au-delà et contraint davantage, mais il y a un cadre légal. Et enfin, sur le sujet effectivement des personnes LGBT, un chiffre aussi à vous donner. Un salarié LGBT sur 2, aujourd'hui, n'a pas fait son coming out en entreprise. Un salarié sur 2. Quand on sait qu'ils sont 10% de la population française, 10%, une personne sur 10 se déclare LGBT. Quand on pose la question aux moins de 26 ans, ils sont 22%. Donc c'est pas qu'il y en a plus avant, il y en a plus maintenant qu'avant. C'est juste qu'ils se sentent plus en sécurité aujourd'hui pour pouvoir être eux-mêmes et vivre leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, et qui ne se cachent pas, où ils ne vont pas se marier avec une personne du sexe opposé si, au fond d'eux, ce envers quoi ils sont attirés, c'est une personne de même sexe. Et j'aimerais dire une chose aussi sur ce sujet-là, on ne parle pas de vie privée. Ce n'est pas la vie privée. Ce n'est pas plus la vie privée quand une femme parle de son week-end avec sa femme et de ses projets de vacances qu'un homme qui parle le lundi à la machine à café de ce qu'il a fait le week-end avec sa femme. Ce n'est pas ni plus ni moins la vie privée. On est d'accord, ce qui relève de la vie sexuelle n'a pas sa place en entreprise. Mais par contre, quand une femme lesbienne a envie de parler de son week-end et de pouvoir nommer le prénom de sa femme et de ne pas mentir en donnant le prénom d'un homme, ben elle doit en fait avoir le droit de le faire, tout comme ses collègues passent une bonne partie du lundi matin à la machine à café à raconter ce qu'ils ont fait le week-end avec leurs femmes ou leurs enfants. Ceci étant dit, j'aimerais vous rappeler un numéro de téléphone, c'est le 07 67 67 98 41 qui s'affiche à l'écran. C'est le numéro sur lequel vous pouvez poser vos questions et on va reprendre. Alors peut-être juste Sofiane, avant de passer à la suite, on nous demande justement sur le chat, qu'est-ce que le jeunisme? Tu as parlé de jeunisme tout à l'heure. Oui, alors je me suis permis d'utiliser ce terme-là simplement pour rappeler que dans nos plans de recrutement, nous n'avons pas justement, par rapport à notre pyramide des âges qui est la nôtre, qui est d'ailleurs d'une certaine manière assez âgée, puisqu'on a dans nos chiffres, on va dire, quasi 100 départs par an de collaborateurs du fait de leur âge et donc dans l'entreprise. Donc on pourrait être tenté de recruter des personnes jeunes pour compenser la moyenne d'âge et ce départ. L'an passé, nous avons recruté une quinzaine de personnes âgées de 60 ans, donc ça ne nous pose pas de problème. L'idée, c'est plutôt la compétence et donc d'aller chercher les bonnes personnes pour qu'elles puissent justement répondre dans un jeu économique d'une entreprise qui est la nôtre, puisque là aussi, je peux insister sur le fait que la diversité, on reviendra peut-être tout à l'heure là-dessus, n'est pas un fantasme de l'entreprise, elle doit aussi servir ses ambitions et son objectif qui, pour vivre, doit faire en effet un résultat économique. Je voulais juste apporter quand même une nuance sur notre engagement, puisque j'ai plutôt apporté un propos sur les actions
pour nos collaborateurs, mais on a aussi beaucoup d'actions, puisque ça faisait partie de la prise de conscience et donc la mise en place de ce nouveau panorama pour nous d'action en termes d'engagement, mais on a aussi élargi notre conscience pour influencer la société avec un grand S. Ça fait partie vraiment de notre politique diversité-inclusion, et on a mis pour ce faire des actions directement accessibles à des entreprises plus modestes que le groupe Apicil pour pouvoir s'enrichir de contenu. On a créé par exemple une plateforme qu'on appelle Mon entreprise inclusive, qui est finalement une plateforme qui apporte du contenu et de la connaissance sur des sujets de diversité et inclusion. On a également aussi créé un baromètre avec un organisme dédié qui est Opinionway pour justement interroger les Français sur la question les Français et l'inclusion. Finalement, qu'attendent les Français sur la question de l'inclusion? Et 87% des Français interrogés indique que l'entreprise a un rôle majeur à jouer sur cette question-là. Et quand on a cette information-là, on ne peut qu'encourager les entreprises à s'emparer du sujet au même titre que les pouvoirs publics, voire des associations, parce que ce qui est retenu aussi par les Français, c'est que les plus légitimes pour agir sont les associations, loin derrière les pouvoirs publics, et en même temps, et avant, les entreprises. Donc, vraiment, les entreprises ont beaucoup à faire sur la question pour justement être et faire société. Merci Sofiane. Maëlle Hezig, j'aimerais pouvoir vous entendre, alors peut-être sur encore une fois les raisons de pourquoi est-ce qu'on en parle de plus en plus aujourd'hui et pourquoi finalement on a du mal à y arriver, ça a du mal à bouger, ça bouge tout doucement. Sur le chat, on a 2 questions sur pourquoi encore aujourd'hui, en 2023, un aussi gros fossé entre les salaires des hommes et des femmes. Pourquoi on n'arrive pas à régler le problème? Qu'est-ce qui freine finalement, alors qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas normal? Alors c'est une question difficile que vous me posez là, mais je vais essayer d'apporter quelques réponses. Et de ramener un petit peu nos propos autour des conditions de travail et de l'organisation du travail, puisque c'est une autre façon tout à fait compatible avec celles qui ont été présentées jusque-là, d'aborder la question des inégalités. De ce point de vue-là, je ne sais pas s'il y a une prise de conscience particulière aujourd'hui autour de la question des inégalités en entreprise. En tout cas, peut-être qu'à l'issue de la crise sanitaire, il y a eu un regain d'intérêt pour la question des conditions de travail, ce qui du coup serait potentiellement plutôt bon signe pour la question des inégalités. Puisque donc j'ai pu le dire à de nombreuses reprises et les collègues sont plutôt d'accord avec cette idée que finalement il n'y a pas eu de grandes démissions, de démissions silencieuses à l'issue de la crise sanitaire. Donc les Français travaillent toujours autant. Les chiffres de la statistique publique nous l'ont bien montré. Et donc, on a même atteint en août 2022 le plus haut niveau du taux d'emploi depuis que l'INSEE le mesure. Ça veut dire que donc, parmi les 15-64 ans, 68% d'entre eux exerçaient une activité rémunérée. Donc, on n'a pas de refus du travail. En ce qui concerne la démission silencieuse, voire même certains ont évoqué la flemme des Français, c'est un peu plus difficile à mesurer et à objectiver, donc à contredire. Mais bon, voilà, la flemme des Français, on ne sait pas trop ce qu'il en est. En tout cas, ce qui est, à mon avis, plus intéressant, c'est pas donc on n'a pas de désaffection pour la valeur travail, mais ce qui est plus intéressant, c'est que finalement la crise sanitaire, elle a peut-être permis de prendre ses distances avec ou d'avoir un regard sur ces conditions de travail. Les conditions de travail, j'inclus dans ces conditions de travail le sens du travail. Donc, c'est par exemple des cadres qui ont pu se demander à quoi servait leur activité alors qu'elle n'était pas considérée comme étant nécessaire pendant les périodes de confinement. Également, on a pu se demander en fait ce qu'il en était de ces personnes, donc travailleurs de première ligne, qui étaient plutôt des femmes, plutôt pas toujours très qualifiées, d'origine extra-européenne, avec des conditions de travail, des niveaux de rémunération peu avantageux.
Donc tout ça, ça a pu un petit peu faire réfléchir. J'ajouterais que on a eu à l'issue après les sorties de la crise sanitaire, il y a eu aussi, je pense, les débats sur la réforme des retraites qui a pu réactiver ces questions-là, puisque finalement, à l'issue de la carrière professionnelle, c'est là que s'accumulent en fait toutes ces inégalités pour se traduire en pensions de retraite beaucoup plus faibles pour les femmes ou certaines catégories de la population, des âges de liquidation qui se retardent, etc. Donc toutes les inégalités des chances qui sont à la naissance se reproduisent au cours de la carrière professionnelle et s'incarnent finalement face à la retraite, sans parler du fait, donc, ce qui a été largement commenté, hein, les chances tout à fait inégales que nous avons les uns et les autres de vivre notre retraite en bonne santé. Ce qui est une inégalité très, très forte. Voilà, pour ces deux choses, à mon avis, ont pu remettre un petit peu au centre les questions de conditions de travail. On a pu aussi le voir, alors ça c'est une autre façon de remettre la question des conditions de travail au centre. On a pu voir avec les pénuries qui ont été très médiatisées, par exemple dans le secteur hôtellerie-restauration, et qui ont été mises en lien avec les conditions de travail. Et à nouveau, je vous rappelle que le marché du travail, comme l'a dit Christine Hérel, est très ségrégué. Donc dans ces secteurs-là, on retrouve des profils particuliers de travailleurs et travailleuses, et tout le monde n'a pas les mêmes chances de travailler dans l'hôtellerie-restauration ou d'exercer des fonctions de cadre. Et donc pour moi, en fait, toutes ces questions, ça nous amène à réfléchir à la question de la manière dont on organise le travail, à la fois au sein de l'entreprise, mais aussi socialement. Je peux donner deux exemples l'un issu de mes recherches, l'autre de recherches de collègues. Un exemple, le premier issu de mes recherches qui invite à réfléchir à la manière dont on fixe les normes de disponibilité temporelle au travail, c'est-à-dire finalement qu'est-ce qui est attendu de nous en termes de disponibilité temporelle au travail. Et donc dans une recherche que j'ai faite en comparant ces normes-là chez les ingénieurs en France et en Finlande, j'ai pu voir qu'en France, donc les ingénieurs font partie de la catégorie des cadres, et donc les cadres, on attend d'eux qu'ils soient extrêmement disponibles pour leur travail, souvent au-delà du temps de travail, le soir, le week-end, etc., y compris pour ne pas faire grand-chose sur le lieu de travail, mais il faut rester disponible, tandis qu'en Finlande, le temps de travail colle bien davantage au temps de travail légal, donc c'est 37h30 pour les ingénieurs chez eux, et donc ils travaillent peut-être des fois un petit peu plus, mais ça se compte en heures. Et finalement, mon travail a permis de montrer que cette disponibilité limitée au travail qui était attendue des ingénieurs en Finlande était beaucoup plus favorable aux carrières des femmes, ou disons beaucoup plus favorable aux carrières des deux sexes, donc à l'égalité professionnelle. Je donne un autre exemple, donc on sort du cas des cadres et on revient en France, un autre exemple de la manière dont l'organisation du travail joue sur la production et la reproduction des inégalités, c'est le secteur du nettoyage. On sait que dans le secteur du nettoyage, on retrouve énormément, davantage de femmes et, en tout cas en Ile-de-France, énormément de personnes qui sont d'origine extra-européenne. Donc on est vraiment sur des inégalités assez fortes dans le recrutement, et le secteur du nettoyage est de plus en plus sous-traité. Et les activités de nettoyage sont de plus en plus confinées dans des horaires dits asociaux. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment du travail de nuit, mais c'est du travail très tôt le matin ou assez tard le soir. Donc c'est finalement des gens qu'on ne voit pas travailler, donc des invisibles. Et donc si on ne les voit pas travailler, ça veut aussi dire qu'on ne travaille pas avec eux. Donc pour ces gens-là, le travail n'est pas tout à fait une fonction, ne remplit pas tout à fait sa fonction intégratrice, puisque certes, donc il y a rémunération, bien que faible, mais on est confiné en fait au début et à la fin des journées. Et pareil, dans ces activités-là, secteur du nettoyage, mais j'ai à nouveau cité hôtellerie-restauration, c'est la même chose. En fait, vous êtes exposé à des facteurs de pénibilité physique qui sont assez forts et qui vont faire que vous construisez mal. Enfin, vous ne construisez pas votre santé au travail. Au contraire, votre vie professionnelle est faite d'atteintes à la santé. Et ces choses-là vont petit à petit dégrader votre rapport à l'emploi, votre capacité à être employable, voire vous faire sortir de l'emploi. Et donc, ces inégalités vont se retrouver, in fine, à la retraite. Voilà. Merci beaucoup.
Ça réagit sur le chat par rapport aux chiffres sur les inégalités salariales. Alors effectivement, il y a beaucoup de sources très différentes qui vont de 4% à 25% d'écart salarial en fonction de comment on calcule, quelle est la base de calcul. Est-ce que c'est une base de calcul à taux de travail équivalent, puisqu'on sait que les femmes sont plus souvent en travail partiel, par exemple, que les hommes. Et donc, effectivement, on peut avoir beaucoup de chiffres. Et si vous prenez le temps, effectivement, d'aller voir sur Internet, vous allez voir beaucoup de sources différentes qui vont vous donner beaucoup de chiffres différents. Par contre, elles orientent tous vers un constat qui est celui qu'une femme, aujourd'hui, en France, à job équivalent, et temps équivalent de travail, gagne moins qu'un homme. Et ça, je pense qu'on sera toutes et tous d'accord pour dire que ce n'est pas normal. J'aimerais maintenant, Christine, après avoir parlé du constat, de l'état des lieux, finalement de s'orienter vers les solutions. Quels sont les leviers pour améliorer finalement cette situation ? Alors, je ne vais bien sûr pas tous les lister, mais peut-être commencer simplement par, en lien avec ce qui vient d'être dit, un premier constat, c'est que je pense que le premier des leviers, c'est l'information. Donc, c'est effectivement d'être capable d'avoir une information fiable dans les entreprises notamment, mais aussi évidemment dans les administrations, etc., sur un état des lieux des inégalités qui peuvent exister, notamment des inégalités salariales qu'on évoque à l'instant. Donc il y a une ambition en ce sens, hein, c'est l'index égalité qui a été créé il y a quelques années maintenant entre femmes et hommes, qui en soi est une démarche intéressante, mais qui, d'après en tout cas les retours qu'on a sur cet index, a tendance à montrer que finalement il a peu d'effet sur les comportements des entreprises. Il est complexe à mesurer déjà et il semble avoir plutôt peu d'effet pour l'instant. C'est-à-dire que l'idée, c'est bien d'avoir une mesure, mais il faut que ce soit des indicateurs assez simples, assez faciles à suivre et qui puissent vraiment rendre compte d'une dynamique au cours du temps pour orienter des démarches, à la fois dans les entreprises ou les administrations, ou même du point de vue des pouvoirs publics. Donc ça, c'est peut-être une première chose. L'information, c'est crucial, mais il faut des indicateurs simples. Deuxième chose, il y a des travaux qui ont montré, donc, en économie, l'importance des stéréotypes, et notamment l'importance des stéréotypes dans l'orientation scolaire en particulier. Donc si on parle là encore d'inégalité entre femmes et hommes, parce que là, c'est assez facile à mesurer, maintenant on peut l'imaginer dans d'autres domaines, hein, par rapport à d'autres facteurs de diversité qu'on a évoqués. On peut avoir des stéréotypes sur le type de métier que vont occuper telle ou telle personne. Donc, du coup, ça peut aller au-delà du genre. Ça peut aussi être sur des aspects d'apparence, d'origine, etc. Mais en tout cas, si on est sur le genre, là, ça a été effectivement testé. On a des programmes qui ont testé le fait de présenter, par exemple, à des jeunes au niveau classe de première ou classe de terminale, que des femmes scientifiques aillent présenter en classe leur vie professionnelle, leur métier, leur travail, pour montrer donc aux filles que effectivement des filles aussi peuvent aller vers des métiers scientifiques, des métiers d'ingénieurs, dont on sait que pour le coup effectivement ils sont très peu féminisés, alors que ce sont des métiers sur lesquels on a des gros besoins d'emploi, qui sont plutôt des métiers de qualité avec des bons salaires, etc. Donc ce qu'ont montré ces études, c'est que ça a un impact qu'on peut mesurer. Donc ça a été fait à l'Institut des politiques publiques à Paris. Ils ont montré donc effectivement certaines politiques de lutte contre les stéréotypes menées donc dans des classes de lycée avaient eu un impact sur la part des filles qui allaient vers des classes préparatoires scientifiques par exemple. Et ça, c'est des choses intéressantes parce que ça montre qu'effectivement on peut jouer aussi par cet aspect-là, lutter contre les stéréotypes, changer les représentations, donner une image concrète de ce que peut être effectivement une femme occupant un métier scientifique, une femme occupant un métier qui est un métier technique, qui, pour le coup, ne sont pas ceux auxquels, spontanément, la plupart des filles vont penser lorsqu'elles pensent à leur vie professionnelle. Une troisième piste que je voudrais évoquer ici, c'est toute la discussion autour ensuite du ciblage des politiques publiques. Donc quand on mène des politiques publiques, on a le choix entre faire des politiques très ouvertes qui vont toucher tout le monde de la même manière ou bien essayer de les cibler. Alors je vais prendre un exemple, c'est le cas de l'apprentissage. Donc l'apprentissage, c'est quelque chose qui vous parle, je pense que ça a été beaucoup développé suite à la crise sanitaire parce que donc les subventions accordées à l'apprentissage ont été augmentées pour les entreprises. Donc c'est aujourd'hui très rentable pour les entreprises d'embaucher des apprentis.
Alors, en soi, ça n'est pas une mauvaise chose. Évidemment, c'est bien de donner des expériences professionnelles aux jeunes et de leur faciliter aussi le fait d'avoir un revenu pendant leurs études. Ensuite, la difficulté, c'est que du coup, là, il n'y a aucun ciblage. C'est-à-dire que ceux qui bénéficient de cette manne financière, enfin les entreprises et puis indirectement aussi les jeunes, ce sont tous les jeunes. Ceux qui ont besoin de l'apprentissage, mais aussi ceux qui n'en ont absolument pas besoin. Alors, ce qu'on voit, c'est que l'apprentissage s'est beaucoup développé pour les diplômés du supérieur. Pour les deux tiers de l'augmentation vient des diplômes du supérieur, qui, a priori, en ont moins besoin. Vous avez plus besoin d'apprentissage quand vous êtes en lycée pro ou en CAP que quand vous êtes dans l'enseignement supérieur. Et par ailleurs, au sein de l'enseignement supérieur, de la même manière, ce ne sont pas forcément les filières qui sont les filières, disons, dans lesquelles l'insertion professionnelle est la plus compliquée, qui voient le plus se développer l'apprentissage, mais vous allez en avoir beaucoup dans des écoles de commerce ou d'autres types d'institutions pour lesquelles les problèmes d'insertion professionnelle se posent moins. Voilà, donc c'est juste pour dire sur cet exemple que la question du ciblage est une question importante qu'il faut prendre en compte et que, bien sûr, c'est bien de faire des politiques ouvertes et qui accueillent plein de monde, mais ensuite, il faut quand même se poser la question de l'efficacité en termes de public. Est-ce qu'on attrape les bons publics, ceux pour lesquels le besoin est réel? Et c'est pas toujours évident. Merci beaucoup. Et on voit effectivement que tout le monde a son rôle à jouer. Sofiane parlait tout à l'heure des associations, évidemment les pouvoirs publics en mettant en place des lois, et l'entreprise. Alors parfois les entreprises vous disent oui, mais on ne peut pas régler tous les maux de la société avec un grand S. Mais l'entreprise, elle a clairement son rôle à jouer parce que, au même titre que l'éducation peut jouer, ce qu'on raconte aux enfants à l'école, on peut comme ça venir contrebalancer ce qu'ils vont entendre à la maison ou ce qu'ils n'entendent pas à la maison et qu'ils devraient entendre. Et puis l'entreprise, un peu plus tard du coup dans la vie, peut permettre justement de réparer certaines failles et puis d'apporter des choses que soit on n'a pas entendues à la maison, soit on n'a pas entendues à l'école. Et quand on parle de société avec un grand S, c'est quel impact a l'entreprise sur la société en général. Et au même titre que c'est la fameuse RSE dont vous entendez parler, eh bien, il n'y a pas que l'environnement. Dans la RSE, il y a aussi l'impact social et sociétal qu'a l'entreprise sur le monde en général. Et on voit d'ailleurs, nous on a mené une étude avec AFL Diversity et BVA en mai dernier, quand on pose la question aux salariés, on a l'impression que c'est l'environnement qui prend toute la place. La réponse est non. Les enjeux sociétaux sont aussi importants pour les salariés, en particulier pour les moins de 35 ans, mais pas que, globalement pour tous les salariés, mais ça se voit très fortement sur les plus jeunes. L'impact sociétal est aussi important que l'impact environnemental de l'entreprise quand ils vont la rejoindre. Et ils sont un salarié de moins de 35 ans sur deux à dire qu'ils sont prêts à démissionner de l'entreprise si l'entreprise n'est pas alignée avec leurs valeurs en matière d'impact sur la société. Donc ça touche aussi là le sujet de la performance, et j'aimerais, Sofiane, qu'on puisse parler justement de ce sujet. Moi, c'est pas du tout un tabou. Et si l'entreprise est plus performante quand elle est diverse et quand elle recrute dans la diversité, tant mieux. Clairement. Alors moi, je suis convaincu forcément de l'importance de la diversité pour les entreprises et l'effet qu'elle peut avoir sur la performance. Mais il y a beaucoup d'études qui ont également mis l'accent sur finalement ces actions, ces démarches, comment elles peuvent générer finalement cette plus-value dans le marché sur lequel elles opèrent. En fait, ça ne se traduit pas forcément en chiffre d'affaires, mais ça va se traduire finalement dans le collectif. Et une étude de Deloitte qui a été récemment publiée met l'accent notamment sur le fait d'avoir justement des salariés d'origine diverse favorise l'innovation et la transformation parce que justement ça crée le débat. Ça crée des idées d'origine différentes et donc ces idées, cette confrontation d'idées crée des valeurs, ou en tout cas est créatrice de valeur pour l'entreprise. Il y a aussi un sujet sur le business à proprement parler, c'est-à-dire que pour chaque entreprise, le fait d'avoir en son sein des profils divers peut permettre justement la compréhension du marché sur lequel elle opère également. Donc on va travailler le business sur le fond avec des collaborateurs qui
peuvent être potentiellement les mêmes clients. Ensuite, vous avez la notion d'engagement. L'engagement, quand justement ça a été évoqué, le fait d'avoir dans le collectif de travail un public divers sur lesquels on peut justement échanger en toute liberté, ça crée, ça fédère un collectif, et l'engagement, là aussi, démultiplie finalement j'ai envie de dire, la valeur travail par les collaborateurs. Et enfin, le tout sert la marque employeur. Tout à l'heure, Adrien insistait sur finalement l'intérêt et le sens du travail que peuvent avoir les plus jeunes, mais aussi les moins jeunes, puisque nous avons également mis en place un questionnaire à destination de nos collaborateurs pour interroger sur notre implication finalement sur cette démarche diversité et inclusion, si elle avait un effet sur leur perception et l'image de l'entreprise. Et clairement, toutes les générations, et en particulier les plus jeunes, mettent l'accent assez fort sur les valeurs, le sens de travail d'une entreprise qui est engagée sur ces questions-là. Merci Sofiane. Je regarde le chat en même temps et j'essaie de pouvoir réagir. Il y a de nombreuses questions et je vous en remercie. Il y a 25 critères de discrimination définis par la loi. D'accord, donc je vous invite à aller découvrir ces 25 critères. Effectivement, on a une question sur le fait religieux et sur ou aussi sur les croyances politiques. Effectivement, les croyances politiques, c'est un des 25 critères de discrimination. Et j'aime à dire qu'il n'y a pas de hiérarchisation des discriminations. C'est pas moins grave d'être raciste, antisémite, que homophobe, que sexiste, c'est juste ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place dans l'entreprise, ça n'a pas la place évidemment dans la société. Mais la loi définit bien 25 critères de discrimination et je vous invite à aller en prendre connaissance. Après, on m'interpelle sur le chat sur finalement est-ce que le choix d'orientation vers lesquels se penchent les hommes et les femmes ne sont-ils pas plutôt des faits de différences biologiques entre hommes et femmes plutôt que de pression ou autre. Pareil pour les filières scientifiques, beaucoup plus de femmes dans les filières psychologiques et sociales par exemple. J'ai envie de vous dire, mesdames, alors je ne sais pas laquelle veut répondre, mais est-ce que ça n'a pas un lien avec le fait que depuis notre plus tendre enfance, on demande aux femmes est-ce qu'elles veulent être infirmières et aux hommes est-ce qu'ils veulent être docteurs, aux femmes est-ce qu'elles veulent être secrétaires et aux hommes est-ce qu'ils veulent être chefs d'entreprise? Je peux répondre un petit peu parce que je parle d'égalité professionnelle à des ingénieurs en alternance au CNAM. Et je leur parle toujours de ce documentaire sur le dimorphisme sexuel de taille. Donc c'est un documentaire qui se demande pourquoi les femmes sont plus petites que les hommes. En moyenne, les femmes sont plus petites que les hommes. Et qui est hyper intéressant parce qu'il prend le contre-pied de ce qu'on a tendance spontanément à penser, à savoir que le biologique détermine le social. C'est parce qu'on serait plus grand, plus fort, que du coup on serait plus habile à la chasse ou je ne sais pas quoi, à être ingénieur. Et ce documentaire nous montre l'inverse, c'est-à-dire que c'est, en tout cas pour l'espèce humaine, plutôt le social qui détermine le biologique, et que finalement ce sont nos comportements sociaux, à savoir en l'occurrence là pour les écarts de taille, le fait que les femmes aient toujours eu accès en second à la nourriture, à la fois en quantité et en qualité, donc de moindre quantité et moins accès aux protéines, qui a fini par s'inscrire effectivement dans nos gènes et dans le biologique. Et donc finalement, chez l'espèce humaine, c'est plutôt le biologique, le social qui détermine le biologique. Et donc ce documentaire rappelle également que le plus grand mammifère sur la Terre est une baleine et que c'est très bien pour la gestation et l'accouchement. Donc Darwin nous dirait plutôt d'être plus grande que les hommes, en fin de compte. Voilà, c'était ma petite aparté. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez compléter ? Sur cette question-là, effectivement, on a quand même un certain nombre d'études qui montrent que, comme je le disais, le fait de jouer sur de jouer sur l'information, sur les stéréotypes, sur les représentations, c'est quand même quelque chose qui modifie les comportements. Donc, ça veut bien dire que c'est pas quelque chose qui est lié effectivement à un facteur biologique, mais qu'il y a peut-être une interaction des deux, mais que de toute façon, il y a un effet de la culture, un effet effectivement de la socialisation sur les choix qui sont faits par les filles et les garçons, et qu'on peut donc agir là-dessus pour arriver à moins de ségrégation professionnelle et
plus d'égalité. Parce qu'encore une fois, c'est quand même un fait très important, parce que du coup, le fait que les femmes se retrouvent cantonnées dans des emplois qui sont souvent effectivement des emplois du soin, etc., pour aller vers les plus caricaturaux, c'est quelque chose qui joue fortement sur les niveaux de salaire, les types d'emplois, les conditions de travail, etc. Je prendrai juste un autre exemple peut-être pour illustrer ça, c'est le cas d'un secteur qui est un secteur en croissance et dont on sait qu'il va se développer dans les années à venir, qui est le bâtiment. Donc le bâtiment, c'est un secteur avec des enjeux très forts en termes de transition écologique, autour de la rénovation énergétique des bâtiments, etc. Dans le bâtiment aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison que des femmes n'occupent pas toutes les fonctions, puisque vous avez quand même beaucoup de choses qui sont assistées entre guillemets par des machines, etc., et qui permettent tout à fait enfin, de faire le travail, même si on a un peu de moins de force physique qu'un homme. Malgré tout, l'emploi dans le bâtiment, ça reste à 95% un emploi masculin. Et qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas quand on essaye d'intégrer des filles? C'est notamment c'est d'abord ces questions de socialisation. C'est pas forcément parce que ça ne leur plaît pas. Il y a les employeurs, il y en a qui essayent d'intégrer des femmes parce qu'ils ont des difficultés de recrutement en plus, donc ils ont besoin d'aller chercher des femmes. Mais quand ils vont chercher des jeunes femmes, ce qui se passe en général, c'est qu'elles vont ensuite quitter le secteur, non pas parce que leur travail ne leur plaît pas, mais parce que l'ambiance de travail ne leur plaît pas. Et pourquoi l'ambiance de travail ne leur plaît pas? Parce qu'elle est effectivement une ambiance masculine, avec une sociabilité qui ne correspond pas à leurs attentes. Donc voilà, c'est quand même des choses qui sont des choses importantes à prendre en compte. Merci d'avoir appelé. On n'en a pas parlé, mais je le vois sur le chat, ça m'y fait penser de nos biais, des biais inconscients, des biais cognitifs qui font que l'humain par nature est raciste, homophobe, sexiste, parce qu'il a peur de la différence, parce que ce qui ne lui ressemble pas l'effraie, et donc il s'en éloigne. Et donc si on ne prend pas conscience de ce sujet-là, si on n'en parle pas à l'école, si on n'en parle pas dans les entreprises, on ne peut pas en fait changer. Et donc j'entends souvent des entreprises qui me disent « mais vous savez, nous, on est inclusif par nature ». C'est faux. L'humain n'est pas inclusif par nature. L'humain, c'est tout l'inverse de l'inclusion par nature, en fait. Donc, il faut mettre ces verres correcteurs pour corriger nos biais, pour faire que, quand on a 2 CV à compétences égales devant nous, quand on est un recruteur, on ne prenne pas forcément celui qui nous ressemble ou celui qui a fait la même école que nous ou celui qui vient du même milieu social que nous, parce que ça va nous rassurer. Ça, c'est notre cerveau. L'information que nous envoie notre cerveau, c'est « prends celui qui te ressemble parce que du coup, ça va aller mieux et tu vas bien t'entendre avec et vous allez bien travailler ensemble ». C'est faux. Donc, et enfin, des études nous montrent que c'est faux. Donc, les biais, évidemment, il faut lutter contre et il faut mettre en place des choses, encore une fois, pour contrer ces biais, pour pouvoir mesurer aussi les changements et les évolutions qui sont mises en place dans les entreprises. Un exemple dans vos questions, on me dit que la métropole de Lyon autorise ses agents à prendre des congés menstruels. Est-ce que ce type d'expérimentation peut être considéré comme un exemple de lutte contre les inégalités au travail? Bien évidemment. Bien évidemment. Jusqu'à il y a je me permets de dire quelques mois, on ne parlait pas de ce sujet en entreprise et c'était complètement comme si ça n'existait pas et comme si les hommes et les femmes avaient finalement les 30 ou 31 jours du mois se sentaient exactement de la même façon chaque jour le matin en arrivant au travail, ce qui est évidemment faux. Est-ce que vous voulez peut-être réagir à cette question? Est-ce que ce type d'action très concrète peut faire avancer les choses? Tous les trois. Je me lance. C'est jamais évident que ce soit un homme qui prenne la parole pour parler du congé menstruel, mais on va donner aussi la parole aux femmes. Ça a été, en tout cas, il me semble que c'était une initiative plutôt espagnole sur ce sujet-là. C'est une question qui est, en tout cas, chez nous, au sein d'Apicil. C'est pas un congé aujourd'hui sur lequel nous avons autorisé, en tout cas, mais ça interpelle. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire sur finalement, en effet, la condition des hommes et des femmes n'est pas la même non plus, mais ça demande en tout cas justement à l'entreprise d'avancer avec ces questions de société finalement qui sont mises sur la table. Le groupe Apicil lui s'est engagé sur la question de l'endométriose, qui est aussi du coup d'une certaine manière liée, mais
la question du congé n'est pas encore mise en place au sein du groupe APICIL. En entreprise, on a beaucoup entendu parler de Carrefour, qui a fait beaucoup de buzz autour de ça en début d'année, en annonçant en grande pompe ça, mais il y a de nombreuses entreprises, et je vois que la métropole de Lyon le fait, c'est très bien, qui avancent et font avancer ce genre de sujet. Est-ce que... Moi, je pense que toutes ces questions-là, l'essentiel, c'est effectivement qu'elles soient discutées. C'est-à-dire que sur ces sujets, il y ait une discussion, une négociation. Alors, quand c'est des entreprises qui ont effectivement des accords, qu'il puisse y avoir des négociations sur ces sujets. Sinon, dans des entreprises dans lesquelles il n'y a pas de représentants du personnel, bon, là, je pense qu'on est effectivement dans un dialogue plus informel, mais ce dialogue, il doit exister sur tous les objets. Et donc, ça, c'est une question, mais il peut y en avoir d'autres. Il y a toute la question des absences en général, toute la gestion des absences pour motif familial, pour des contraintes liées aux enfants, liés à d'autres... Les aidants. Pour les aidants, etc. Tous ces aspects-là, je pense que c'est des sujets qui doivent être mis sur la table et discutés en entreprise. Et c'est vrai qu'en France, on est quand même globalement sur un modèle où on a peu de participation et de discussion de proximité. Il y a beaucoup d'entreprises où les décisions sont prises dans un niveau qui est surplombant, quoi, pas sur le lieu de travail. Et ça, c'est quelque chose qui nuit aussi à la qualité du travail et de l'emploi. L'organisation du travail et la discussion sur toutes ces questions aussi d'absence, etc., ça doit se faire sur le lieu de travail. C'est très important avec une participation des salariés. Merci beaucoup. On va terminer dans quelques minutes. Peut-être juste avant, j'aimerais que vous puissiez, chacune et chacun d'entre vous, peut-être donner un conseil aux personnes qui sont là ce soir. Quel conseil vous leur donneriez pour faire avancer ce sujet, quel que soit leur environnement, que ce soit à l'école, dans leur entreprise ou dans leur cercle familial ou amical? Un conseil, qui veut commencer? Moi, je pourrais en tout cas terminer mon propos sur le fait pour une entreprise en tout cas, de prendre le temps, pour rebondir sur ce que tu as dit. Le premier réflexe, quand on pose la question aux collaborateurs, aux managers, aux COMEX ou à un DG qui n'est pas forcément préoccupé par ces questions au premier abord, on va dire mais il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de problème, tout se passe bien. Enfin voilà, ne mettons pas de l'huile sur le feu. Ce sont des sujets compliqués, donc voilà, la politique de l'autruche. Donc n'ayez pas peur du sujet. Et commencez par un autodiagnostic, à savoir interroger justement vos pratiques. Vous pourrez être surpris positivement et malheureusement négativement sur le résultat, mais ça vous permettra d'établir finalement les jalons pour pouvoir avoir une politique ou une démarche construite et qui s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue parce que le sujet ne cessera d'évoluer et donc d'embarquer avec vous l'ensemble de vos collaborateurs et du coup qui vivent en société et influencer la société par le même moyen. Merci beaucoup, Sofiane. Maëlys? Oui, alors moi je conseillerais à nouveau de revenir vers la question de l'organisation du travail, c'est-à-dire finalement se demander si la manière dont on organise le travail n'est pas, est-ce qu'elle est favorable de la même manière à tout le monde, parce qu'en général elle est quand même plus favorable aux hommes plutôt blancs, plutôt entre 30 et 45 ans, plutôt hétérosexuels, plutôt en bonne santé. Donc si vous vous rendez compte que la manière dont le travail est organisé est un petit peu défavorable à tous ceux qui ne correspondent pas à l'une ou l'autre de ces caractéristiques, ça peut être l'occasion de réfléchir à ça. Et du coup, en fait, ces questions-là viennent souvent avec la thématique de la QVT, de la qualité de vie au travail. Et enfin, ce qu'on voit, c'est que le développement de cette thématique, elle est associée en fait à une espèce d'autonomisation des enjeux, c'est-à-dire qu'on va avoir les enjeux de diversité, les enjeux de santé, les enjeux de conditions de travail, ces dernières étant réduites un petit peu à portions congrues. Et moi, mon invitation, ce serait de prendre les trois choses en même temps, c'est-à-dire de ne pas dire que la santé des salariés, c'est à eux de la prendre en charge en faisant un petit peu plus de sport, en améliorant leur diététique, que la diversité, ça se prend uniquement sous l'angle des stéréotypes, ce qui est hyper important, je ne dis pas le contraire, mais de se dire que tout ça s'inscrit dans la manière dont on organise le travail aussi.
Merci beaucoup. Christine Erel. Moi, je dirais qu'un conseil un peu général, ce serait de dire qu'il ne faut jamais s'auto-censurer ou s'auto-sélectionner. C'est-à-dire que typiquement, effectivement, quand on a envie d'aller vers un métier, ben, il faut y aller, indépendamment des représentations qu'on peut avoir en tête. Que quand on a le droit à une promotion, il faut la demander. Que quand on pense qu'on mérite une augmentation de salaire, il faut la demander. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'auto-censurer par rapport à des demandes. Parce qu'on pense qu'on serait inférieur à d'autres ou moins en droit de le demander. Je pense que c'est extrêmement important. Il y a des travaux qui ont montré pour les femmes, hein, par exemple, que une des raisons des inégalités de salaire, c'est aussi ça, c'est que les femmes demandent moins, et ça, c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement problématique. Même dans la fonction publique, on a des promotions qui sont moins importantes parce qu'elles candidatent moins à la promotion. Et ça, il faut que ça change, il faut qu'effectivement qu'il y ait plus autant ces comportements d'auto-sélection qui sont nuisibles en fait au progrès pour toutes et tous. Merci, et c'est évidemment en formant, en sensibilisant les managers, les dirigeants, que justement on ne donne pas une augmentation ou un poste qu'à celui qui le demande, mais on va chercher la compétence là où elle est. Merci beaucoup, merci à tous les trois. On peut les applaudir, merci beaucoup. Et puis, peut-être pour terminer, juste un mot, parce que je vois beaucoup de jeunes dans cet amphithéâtre. Donc un message peut-être pour vous, n'hésitez pas à challenger les entreprises demain dans lesquelles vous allez être pour justement être exigeant sur ces choses-là. Peut-être que les générations passées ne l'ont pas été assez, justement, et vous pouvez demander, vous pouvez être exigeant auprès des entreprises pour aller travailler dans des entreprises engagées sur ces sujets-là pour que vous puissiez être vous-même pleinement et vous serez beaucoup plus épanoui. Merci beaucoup et bonne soirée.